Ce n'est pas parce que quelque chose est faux qu'il est sans effet, disait Hannah Arendt. Bougonia s'ouvre sur un bourdonnement, non pas celui apaisant d'une nature pastorale, mais un vrombissement électrique, obsessionnel, qui semble saturer l'espace mental de Teddy, un apiculteur à la dérive. Dans la cave où il retient Michel Fuller, une PDG puissante dont il a rasé le crâne, le monde n'est plus une évidence, mais un champ de bataille entre deux espèces. D'un côté, l'humanité déclinante, de l'autre, les Andromédans, ces créatures infiltrées dont il est persuadé qu'elles orchestrent notre extinction. Dès ce premier acte de violence, Yorgos Lanthimos nous plonge dans son terrain de jeu favori, celui de l'absurde cruel et de la vérité fragmentée. On a souvent décrit le cinéma de Lanthimos comme une étude clinique de nos comportements les plus étranges. Mais avec Bougonia, remake transfiguré du film coréen Save the Green Planet, il franchit une étape supplémentaire. Comme dans la philosophie de l'image de Deleuze, le film ne se contente pas d'illustrer une théorie du complot, il rend visible la structure même de la paranoïa, cette image-pulsion qui dévore le réel pour lui substituer un récit totalisant. Le titre lui-même, Bougonia, renvoie à ce mythe antique selon lequel les abeilles naîtraient des entrailles d'un bœuf sacré. Cette métaphore est le cœur battant du film. Peut-on faire renaître un monde de la décomposition de nos certitudes? Entre les flashbacks cliniques en noir et blanc et la violence burlesque des interrogatoires, Lanthimos nous interroge sur la fragilité de nos cadres de pensée. Qui est le véritable alien? Est-ce cette femme d'affaires, au langage corporatiste désincarné, ou alors cet homme dont la douleur personnelle s'est muée en une cosmogonie délirante? Le réel n'est jamais ce qui se donne immédiatement, mais ce qui résiste à nos tentatives de le comprendre, ajoutait Merleau-Ponty. Dès ses premières images, Bougonia installe une sensation étrange, presque imperceptible au départ, comme si quelque chose, dans le monde qu'il nous montre, était légèrement désaxé. Rien ne semble immédiatement anormal. Les lieux sont reconnaissables, les corps familiers, les gestes quotidiens, les décors parfaitement contemporains. Et pourtant, très vite, une inquiétude s'installe, non pas parce que le film exhiberait une menace visible, mais parce qu'il suggère que le réel lui-même est devenu incertain, fragile et insuffisant. Bougonia ne commence pas par une catastrophe, ni par une révélation spectaculaire. Il commence par un malaise diffus. Le monde est là, fonctionnel, organisé, technologique, mais il ne parvient plus à rassurer. Le film s'inscrit dans cette zone trouble, où la réalité semble continuer à fonctionner mécaniquement, alors que le sens, lui, s'est déjà retiré. Et c'est précisément dans cet écart que naît l'énigme centrale du film. L'histoire que Bougonia raconte est en apparence simple, presque dérisoire. Un homme est convaincu qu'une puissante dirigeante d'entreprise est en réalité une entité extraterrestre, infiltrée, responsable de la destruction progressive de la planète. À partir de cette croyance, il entreprend de la séquestrer pour sauver l'humanité. Mais réduire le film à ce synopsis serait passer à côté de l'essentiel, car Bougonia ne cherche jamais à nous demander si cette théorie est vraie ou fausse. Il nous demande autre chose, de bien plus inconfortable. Comment en arrive-t-on à ne plus pouvoir habiter le monde sans inventer un récit radical pour lui donner sens? Sous la mise en scène froide et clinique de Yorgos Lanthimos, le réel apparaît comme une surface lisse, opaque, presque hostile. Les grandes entreprises, les figures de pouvoir, les institutions, les discours managériaux, tout semble fonctionner selon une logique abstraite, inaccessible, déshumanisée. Le monde n'est pas violent de manière spectaculaire, il est indifférent, impersonnel, incompréhensible. Et cette incompréhensibilité devient peu à peu insupportable. Bougonia s'inscrit ainsi dans une question profondément contemporaine.
Que se passe-t-il lorsque le réel cesse d'être intelligible? Lorsque les causes disparaissent derrière des systèmes? Lorsque les responsabilités se dissolvent dans des structures tentaculaires? Lorsque les décisions qui façonnent nos vies semblent prises ailleurs, par des forces invisibles, lointaines, inatteignables? Le film suggère que ce vide de sens n'est pas neutre. Il appelle quelque chose. Il appelle un récit. Et c'est là que la croyance intervient. Non pas comme une folie soudaine, mais comme une réponse presque logique à un monde devenu illisible. Le personnage central de Bougonia ne rejette pas le réel, il tente désespérément de le rendre cohérent. Sa théorie n'est pas un refus du monde, mais une tentative de le recomposer, de lui redonner une intention, un visage, une logique morale. Face à un monde qui semble se détruire sans responsable identifiable, l'idée d'un ennemi caché devient paradoxalement rassurante. Ce que le film met en place dès cette introduction, c'est donc un renversement essentiel. Le danger n'est pas d'abord dans la croyance elle-même, mais dans le monde qui la rend nécessaire. Bougonia ne regarde pas la paranoïa de haut, il la prend au sérieux, comme symptôme existentiel. Il nous place dans une position inconfortable où nous sommes contraints d'admettre que le réel, tel qu'il se présente, n'offre plus de garanties suffisantes pour être vécu sans interprétation excessive. Lanthimos enferme le spectateur dans cette énigme dès les premières minutes. Il ne nous donne aucun point d'ancrage stable. Il ne nous dit pas où nous situer moralement. Il ne nous offre pas le confort d'un regard extérieur, rationnel, rassurant. Au contraire, il nous fait partager cette inquiétude fondamentale. Et si le monde, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, produisait lui-même les conditions de sa propre mise en doute? Bougonia commence ainsi comme une interrogation ouverte, presque métaphysique. Sommes-nous encore capables d'accepter un monde sans explication globale, sans récit total, sans responsable clairement désigné? Ou avons-nous besoin, pour ne pas sombrer, de transformer le réel en énigme, quitte à préférer une vérité délirante à l'angoisse du non-sens? C'est à partir de cette fissure, de ce doute inaugural, que le film va déployer sa réflexion. Non pas en cherchant à résoudre l'énigme, mais en nous obligeant à la regarder en face. Bougonia ne promet pas des réponses. Il promet une traversée inconfortable, dérangeante, mais profondément révélatrice de notre rapport contemporain au réel. Dans le cinéma de Yorgos Lanthimos, l'espace est souvent une prison, même lorsqu'il s'étend à perte de vue. Mais dans Bougonia, la véritable cellule n'est pas faite de briques ou de mortier, elle est purement mentale. Comment Teddy, ce personnage d'apiculteur blessé, parvient-il à transformer le monde entier en un rébut dont il est le seul à posséder la clé? Tout commence par un besoin vital de contrôle. Pour Teddy, l'extérieur est déjà corrompu, colonisé par une altérité radicale, une menace invisible venue d'ailleurs. Il construit alors son propre sanctuaire inversé, une cave. Chez Lanthimos, l'enfermement n'est pas seulement un ressort scénaristique, il est esthétique. La caméra, souvent déformante ou fixée dans des angles cliniques, accentue cette sensation de surveillance totale. Rien ne doit échapper au regard du geôlier, car dans le système paranoïaque, le hasard n'existe pas. Chaque battement de paupières de Michel Fuller, chaque hésitation dans sa voix est traitée comme une preuve irréfutable de son inhumanité. On touche ici à ce que l'image possède de plus brut. Teddy ne regarde pas Michel comme une femme d'affaires ou comme une simple otage. Il la traite comme un cas, un symptôme à disséquer. Il cherche sous sa peau, sous son crâne rasé, la preuve physique d'une invasion extraterrestre. C'est ici que le film devient vertigineux. Il nous montre comment la paranoïa fonctionne exactement comme une mise en scène de cinéma. Teddy est le réalisateur de sa propre folie. Il dirige Michel, lui impose un script et tente de la forcer à jouer le rôle de l'envahisseur pour que son propre délire devienne enfin une réalité tangible.
Il ne cherche pas la vérité, il cherche la confirmation de son scénario. Le dialogue dans Bougonia est une prothèse qui ne s'ajuste jamais. Michel s'exprime avec le jargon managérial du XXIe siècle, précis, poli, mais surtout désincarné. Tandis que Teddy utilise un langage archaïque, fait de mythes et de théories de l'ombre. Ce sont deux monologues qui s'entrechoquent sans jamais se rencontrer. Cette rupture souligne un clivage profond. Teddy a un besoin vital de cette figure de l'alien. Si Michel n'est qu'une simple humaine, alors la douleur de Teddy n'est qu'un échec personnel, une vie brisée par la banalité d'un licenciement ou d'un deuil. Le complot est une architecture de secours. Il transforme une victime anonyme du système en un héros de l'humanité, investi d'une mission divine. Nous revenons enfin au concept même de la Bougonia, ce rite antique où la vie jaillit de la mort, où l'essaim d'abeilles naît des entrailles d'un bœuf sacrifié. Et c'est la seule grille de lecture de Teddy. Dans son esprit, le monde actuel est un organisme mort, et il est l'apiculteur sacré qui doit extraire la vie de ce cadavre par la force. Lantimos nous place dans une position inconfortable. Nous subissons la violence des méthodes de Teddy, mais nous sommes forcés de reconnaître la cohérence terrifiante de son système de pensée. Le choc n'est pas entre le bien et le mal, mais entre deux manières inconciliables de percevoir ce qui définit notre réalité. Une fois les murs de la paranoïa dressés, le récit se resserre sur un face-à-face brutal. Une confrontation entre deux mondes, deux corps et deux manières d'occuper l'espace, celle de Michel Fuller, la captive, et celle de Teddy, le ravisseur. Michel Fuller entre dans le film comme l'incarnation d'une certaine maîtrise du monde. Elle représente l'élite, celle qui commande aux flux financiers et aux organisations. Mais dès son enlèvement, cette image-pouvoir s'effondre. Lantimos choisit de la dépouiller de ses attributs sociaux. Ses cheveux sont rasés, ses vêtements remplacés par une tenue informe. Son langage corporatiste devient inutile. Pourtant, même privé de ses outils, Michel reste une force de résistance. Face à la folie de Teddy, elle tente de réinjecter de la logique, de la négociation, de la raison. Le duel ne se joue pas seulement sur la survie physique, mais sur la survie du sens. Peut-elle convaincre Teddy qu'elle est humaine? Ou est-elle condamnée à devenir le monstre qu'il a déjà dessiné dans sa tête? La chair devient le seul terrain de vérité. Pour Teddy, le corps de Michel est un mensonge qu'il faut percer. Il cherche la cicatrice, la puce électronique, l'anomalie biologique qui trahira l'alien. C'est ici que le film atteint une dimension organique presque insoutenable. Chaque interaction est une tentative de Teddy pour forcer Michel à sortir de sa couverture. Il ne cherche pas à la faire souffrir par sadisme, mais par nécessité expérimentale. À ses yeux, la douleur est le seul moyen de briser le simulacre. Plus elle souffre, plus elle redevient réelle pour lui, car la douleur est la seule chose que l'on ne peut pas simuler. Le génie de la mise en scène réside dans le glissement progressif de nos certitudes. À force de vivre dans l'intimité de cette cave, une étrange symbiose s'installe. Michel commence à comprendre la grammaire mentale de son bourreau. Elle ne se contente plus de nier les accusations, elle commence à habiter le délire, à manipuler les codes de Teddy pour tenter de s'échapper ou de le briser. On assiste alors à une contamination réciproque. La paranoïa de Teddy s'insinue dans l'esprit de Michel, tandis que la vulnérabilité de Michel commence à fissurer la carapace de certitude de Teddy. Derrière la violence de Teddy se cache une image souffrance insupportable. Le film nous laisse entrevoir que ce délire cosmique est la seule réponse qu'il a trouvée à une tragédie personnelle. Croire que le monde est dirigé par des extraterrestres est, paradoxalement, plus rassurant que de croire que le monde est simplement injuste, froid et vide. Michel devient l'objet sur lequel il projette tout ce qu'il ne peut pas nommer, son deuil, sa précarité, son sentiment d'exclusion. Le duel n'est donc pas entre une innocente et un coupable, mais entre une femme qui veut retrouver sa vie et un homme qui veut donner un sens héroïque à son malheur. Dans la dernière partie du film, le rythme s'accélère et la frontière entre le délire de Teddy et la réalité commence à se fissurer. Le spectateur est placé dans une zone d'inconfort total.
Alors que nous étions certains de la folie de l'un et de l'innocence de l'autre, Lantimos introduit des éléments qui viennent troubler notre jugement. C'est ce que l'on pourrait appeler le surgissement de l'image cristal, un moment où le réel et l'imaginaire deviennent indiscernables. Est-ce que le monde est vraiment en train de finir? Ou est-ce que nous avons été, nous aussi, contaminés par la mise en scène de Teddy? Le film ne cherche pas à nous donner une réponse satisfaisante, il nous force à demeurer dans une forme d'indécision. Le titre prend alors ici tout son sens. La Bougonia, ce rite de passage où la vie renaît du chaos, demande un sacrifice. Pour Teddy, le sacrifice de Michel, ou le sien, est le prix à payer pour la survie de l'espèce. Mais au-delà de l'intrigue de science-fiction, ce que Lantimos filme, c'est le sacrifice de la raison. Le saut de foi de Teddy est un acte désespéré pour échapper à la banalité d'une existence sans éclat. Il préfère mourir en héros d'une guerre galactique que de vivre en homme brisé par la société. C'est une leçon douce amère. Parfois, l'illusion est la seule peau qui nous permet de supporter le contact avec le monde. Chez Lantimos, la sortie de l'enfermement ne signifie jamais la liberté, mais souvent l'entrée dans un système de contraintes plus vaste, plus subtil et surtout plus absurde. La séquence finale nous transporte dans l'antre de Michel Fuller, son bureau. Le contraste esthétique est violent. À l'obscurité organique et sointante de la cave succède la lumière crue, blanche et aseptisée du monde corporatiste. Tout ici est angle droit, verre et métal. C'est le retour à la normalité, mais une normalité que Lantimos filme comme un nouveau décor de théâtre. Dans ce bureau, Michel reprend ses attributs de pouvoir. Pourtant, le spectateur ressent un malaise. La caméra, en utilisant des focales qui étirent l'espace, rend ce lieu aussi oppressant que la cave. Ce bureau n'est pas un refuge, c'est le quartier général d'une autre forme d'aliénation. Michel tente de se réintégrer dans son propre scénario, celui de la femme d'affaires efficace. Mais le fantôme de Teddy hante chaque geste. Le dialogue n'est plus une lutte, il est devenu une répétition mécanique. On comprend alors que la contamination est totale. La raison de Michel est désormais indissociable de la déraison de Teddy. Alors que tout nous poussait à croire à la guérison de Michel et à la chute d'un tyran paranoïaque, un détail, un son ou une anomalie biologique vient soudainement valider le délire de Teddy. L'irruption de l'élément alien, qu'il s'agisse d'un geste humain de Michel ou d'une preuve physique irréfutable, ne vient pas sauver le film. Elle vient l'humilier. Si Teddy avait raison, alors le monde entier est une vaste supercherie. Mais Lantimos refuse le spectaculaire. La révélation est banale, presque ridicule. Elle se produit dans l'espace feutré du bureau, entre deux dossiers, transformant la tragédie en une farce cosmique cruelle. L'absurde n'est plus un ressort comique, il devient une vérité métaphysique. Nous vivons dans un monde où le fou est le seul à voir clair, mais où sa clairvoyance ne sert à rien d'autre qu'à précipiter le chaos. L'image finale nous laisse sur une émotion résiduelle de grand vide. Le saut de foi de Teddy se traduit par un sacrifice de la raison pure. Le renversement absurde nous punit, nous spectateurs, pour avoir cherché une logique là où il n'y avait qu'une pulsion et hasard. Le film s'achève non pas sur une libération, mais sur une révélation sur notre propre besoin de croire. Nous préférons une vérité terrifiante, les aliens existent, à une réalité vide de sens. Nous souffrons pour rien. En sortant du bureau de Michel, comme l'abeille sortant du bœuf, le spectateur est transformé. Lantimos nous laisse avec une certitude brisée. Le cinéma ici ne sert pas à expliquer le monde, mais à nous montrer que nos perceptions ne sont que des peaux fragiles. En fin de compte, Bougonia nous laisse devant un miroir déformant. Le film s'achève non pas sur une certitude, mais sur une émotion résiduelle. On comprend que la paranoïa de Teddy n'est qu'une version extrême de notre propre besoin de trouver un grand récit à nos vies.
Que Michel soit une alien ou une simple victime n'est finalement plus la question. Ce qui reste, c'est l'image de ces deux êtres liés par une croyance commune, aussi absurde soit-elle. Regarder ce film, c'est accepter que le cinéma ne serve pas toujours à nous expliquer le monde, mais parfois à nous montrer à quel point nos perceptions sont fragiles. La pensée du spectateur doit sortir de la salle transformée, un peu plus méfiante envers les évidences, et un peu plus attentive au silence qui sépare nos vérités individuelles.